Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time criminelle. Et oui, on applaudit tous le nouveau concept, un nouveau thème qui s'ajoute à la chaîne paranormale. Il faut savoir que moi, je suis une grande passionnée des histoires de crimes. Je suis trop bizarre. Vous allez dire, mais elle aime les genoux, elle aime la sorcellerie et elle aime les meurtres. Je reviens. L'ADN va rester, ne vous inquiétez pas, don't panic, ok, paranormal, etc. va rester, mais j'ai trop envie de vous raconter des histoires totalement inédites que, voilà, que si t'es pas des pays arabes, tu peux pas les connaître, quoi. Comme l'histoire de Nora, il y en avait beaucoup de la chanteuse, c'est comme ça qu'on m'avait connue la plupart d'entre vous. Et la nouvelle histoire que je vous ramène aujourd'hui, elle nous a été racontée, elle a été relayée par la bouche de l'inspecteur lui-même qui a été au cœur de cette enquête-là. Donc, moi aujourd'hui, je vous l'ai traduite et je vais vous la raconter. Mais avant de commencer cette vidéo, vous avez remarqué le nouveau générique et vous avez remarqué ma bannière sur ma chaîne YouTube. Et ce générique et cette bannière YouTube m'a été faite suite à une demande que j'ai faite moi, demandant à mes abonnés en fait, parce que je suis assez nulle en graphisme et tout, j'ai pas honte de le dire, voilà, et j'avais besoin d'aide parce que je ramais littéralement. J'ai été contactée par une abonnée qui est juste magnifique. Elle m'a fait un travail, vous avez vu, vraiment à l'image de la chaîne. Donc, je tenais à la remercier devant vous ici parce que c'est une fidèle abonnée depuis que j'ai commencé. Elle me suit, donc voilà, ça m'a super touchée. Merci mille fois. Elle a été un amour du début à la fin. Elle a sa maman qui loue des robes marocaines sur Casablanca. Donc elle m'a donné son Instagram que j'ai demandé moi pour voilà, lui faire une petite laisse tomber, quand je parle avec mes cousines du bled et tout, tu vois, j'ai l'accent encore qui est là, qui veut pas quitter ma mâchoire, donc quitte là-bas, là, quitte. Pour lui faire une petite publicité, et ajoutez-la, et les gens qui sont sur Casablanca, n'hésitez pas, moi j'ai vu les photos et les caftans, et vraiment, dès que je vais au Maroc, c'est sûr que je vais aller voir sa maman, parce que... الخياطه يا اختي باينه داكشي راقي رائع، داكشي ملكي، داكشي اللي كيعجبني انا واللي كنبغي نشوف راسي فيه لقيته عند هاد السيده هذه. فكنترجى منكم عافاكم زيدوها في الانستغرام ديالكم وقولوا لها كتجيو من لابار ديال ايزيس، اوكي. S'il vous plaît, très cher abonné, allez vous abonner sur la page de la maman qui s'appelle Madame Berrada. Elle a des robes très belles, des caftans. Donc n'hésitez pas à les ajouter. Et quant à nous, on se retrouve juste après. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette enquête, je l'ai tellement travaillé. Si vous saviez, je l'ai écouté, je l'ai lu en arabe, j'ai tout fait. Et j'ai pris des notes qui sont là. Beaucoup de notes, comme vous pouvez le voir. Donc l'histoire, elle se passe où? Elle se passe au Maroc, dans la ville, la capitale du Maroc, Rabat. Et cette histoire, elle est arrivée à une jeune fille qui peut être n'importe quelle jeune fille, que ce soit vous ou moi, qui s'appelle Fatima Ouezenia. Pourquoi Ouezenia? C'est parce qu'il y a une fille au Maroc qui s'appelle Ouezen. C'est comme si on dirait Fatima la lyonnaise, Fatima la parisienne, Fatima la bordelaise, etc. C'est comme ça que tout le Maroc, on va dire, et tout connaît cette histoire. Donc on est le 25 octobre 2004. Fatima Ouezenia, et je vais dire que Fatima, elle est une étudiante brillante, elle a un bel avenir devant elle, c'est une fille sérieuse, c'est quelqu'un qui ne cherche pas de problème, c'est quelqu'un qui vit très simplement.
Elle veut réussir pour que ses parents soient extrêmement fiers d'elle, même s'ils le sont déjà. Elle rêve de réussir ses études pour avoir un métier, pour faire une belle et grande carrière en fait. Et concrétiser ses rêves et aussi concrétiser les rêves de ses parents. Mais ce 25 octobre 2004, tout ce dont Fatima rêvait, aspirait, va s'arrêter net. Le 25 octobre 2004, Fatima, elle est en train de marcher à Rabat. Elle rentrait chez elle après une journée d'étudiante classique. Et elle marche à côté d'une mahta. Mahta, c'est comme un arrêt de bus, quelque chose comme ça, qui se trouve exactement dans la route et dans la rue Yaqub El Mansour. Pour les gens qui sont de Rabat, ils vont connaître. C'est une rue qui est très passante à Rabat. Une rue li ma'roufa, ça veut dire une rue qui est connue. Et voilà. Et donc, comme je vous dis, Fatima, elle rentre chez elle. Enfin, elle pensait rentrer chez elle comme tous les autres jours depuis qu'elle était arrivée à Rabat pour finir ses études. À un moment donné, elle est là, elle marche et il y a une 4x4 noire d'une très grande marque qui s'arrête à proximité de Fatima. Et Fatima, elle ressent en elle une insécurité. Et cette insécurité, elle va s'avérer vraie. Pourquoi? Cette voiture, elle va s'arrêter à côté d'elle, mais elle ne va pas seulement s'arrêter à côté d'elle. La personne qui est au volant, elle a des lunettes. En arabe, quand on parle de lui, on dit moul ndadr, ça veut dire le mec aux lunettes. C'est lui qui est au volant. Bah, le regard, mais elle poursuit son chemin, quoi. Et elle entend derrière elle la portière de cette voiture, l'une des portières, s'ouvrir. Et elle a à peine le temps de se retourner que deux mecs baraqués se jettent sur elle, la tirent dans tous les sens et la font rentrer de force dans cette voiture. Comme je vous ai dit, la rue Yaqub El Mansour à Rabat, c'est une rue passante. Ça veut dire qu'il y a des gens, mais à mort. Elle est là, elle crie, Ketzaouk, c'est, elle est en train de supplier les gens de venir à son aide. Mais il va avoir le phénomène qu'on appelle le phénomène Kitty aux États-Unis, à savoir que il y a une action comme un enlèvement ou quelque chose comme ça qui se passe devant nos yeux. Et on est là, on est comme spectateur et on n'a aucun réflexe, on bouge pas, soit par choix parce qu'on se dit de toute façon dès que je suis sur lit, ça c'est pas mes affaires, je m'en mêle pas. Soit des fois tu crois tellement pas à ce que tu es en train de voir, tes yeux n'arrivent même pas à croire ce que tu es en train de vivre devant toi, que en fait tu n'as aucune réaction, ton cerveau il s'arrête et tu es en mode bug. Et voilà. Et ce jour-là, cette rue, elle était remplie. Et il n'y a personne qui a bougé, qui est venu à son secours. Donc là, Fatima, ces deux mecs, ils l'embarquent à l'arrière de cette voiture. Elle se retrouve au centre, assise, entre deux mecs baraqués. Elle, c'est une personne qui est chétif. Et là, le mec aux lunettes démarre. Donc à côté du mec aux lunettes, il y avait un autre mec. Et à côté d'elle, il y avait deux autres mecs. Donc en fait, ils sont 4 mecs et elle est toute seule au milieu. Donc Fatima, pendant tout ce trajet-là, elle pleure. Elle pleure. Elle leur dit, s'il vous plaît, relâchez-moi, relâchez-moi. Genre, je suis pas une certaine catégorie de filles que vous pensez. Genre, si vous pensez que genre je fais le trottoir ou quelque chose comme ça, non. Moi, je suis juste une étudiante ici à Rabat. Je suis venue pour mes études.
j'ai aucun délire, s'il vous plaît, relâchez-moi, j'irai même pas à la police, j'irai même pas vous dénoncer, mais s'il vous plaît, jetez-moi là, redéposez-moi. Un des mecs à l'arrière, qui est assis à côté d'elle, et ben, va se retourner vers Fatima et va lui mettre une gifle, mais une telle gifle que Fatima dit que elle a vu des étoiles. Elle a vu des étoiles et que la main du gars, quand elle s'est vue dans le rétroviseur, eh ben, sa joue était marquée. La forme des doigts de ce mec était restée comme une empreinte quoi, sur son visage. Fatima, elle se dit ouais, c'est pas un jeu en fait. Ils sont sérieux, ils ont vraiment l'intention de me faire quelque chose de mal, donc il faut que je commence à réfléchir. Et je vous ai dit que Fatima, c'est quelqu'un qui est brillante, qui même si elle se retrouve dans cette situation-là, elle a réussi, pour moi c'est un miracle, eh ben, à se calmer intérieurement et à réfléchir. Elle va se taire, elle va se calmer et elle regarde la voiture où elle va. Donc la voiture là, elle a quitté Rabat, elle a quitté aussi Tmara, ou comme on dirait en français, Temara. Et elle se dirige vers une ville qui s'appelle Sidi Yahya Zahir. Alors c'est une campagne au Maroc qui est pas loin de Harhoura, de Rabat, etc. Et précisément quand ils vont pour entrer dans cette campagne-là de Sidi Yahya Zahir, le mec aux lunettes va arrêter sa voiture et va demander aux deux mecs à côté de Fatima de lui bander les yeux afin qu'elle ne sache pas où ils vont. Là, Fatima aussi, elle panique pas. Elle panique pas. Elle réfléchit avec sa tête. Elle sent, malgré qu'elle a les yeux fermés, à un moment donné, que voilà, ils sont sur la piste. Alors, la piste, c'est la route, une route qui n'est pas stable, où il y a des cailloux, campagne, quoi. Qu'ils ont quitté une route principale et que là, c'est une petite route sur laquelle ils sont engagés. Et elle a senti que la voiture, elle avait tourné vers la gauche, que le chauffeur avait viré vers la gauche. Et là, cappuccino, cappuccinette. Elle a les yeux bandés, les yeux fermés. Elle parle pas. Il n'y a aucun bruit dans la voiture. Et Fatima va se mettre à compter les battements de son cœur. Pourquoi? Elle va compter jusqu'au chiffre, jusqu'au nombre 526. 526. Et quand elle arrive à 526, la voiture s'arrête. Elle entend une portière s'ouvrir. Elle entend un verrou d'un portail en fer s'ouvrir. La porte de la voiture se refermer à nouveau. Il roule un tout petit peu. Là, toutes les portières s'ouvrent. Ils la sortent très méchamment, très violemment de la voiture. Et elle entend derrière elle, dans son dos, le portail en fer se refermer. Là, Fatima, elle est rentrée dans une maison, dans une villa. Et elle est tirée dans une chambre dans laquelle elle est poussée. Et dans laquelle on referme vite la porte derrière elle. Elle entend la clé. Et les mecs lui disent, maintenant si tu veux vivre, tu vas faire tout ce qu'on va te dire et tout ce qu'on va te demander. Sinon, Radiat Mouti. Sinon, tu vas mourir. Radin Klok, on va te tuer. Bon. Là, elle entend à travers la porte que les mecs ils sont en train d'appeler un cinquième gars. Et là, le cauchemar de Fatima va commencer. Fatima, comme vous l'aurez compris, ces mecs l'ont volée pour abuser d'elle. Ces mecs sont 5
qui, chacun leur tour, vont la violer. Vont la traiter pire qu'un animal. Vont lui parler extrêmement mal. Vont lui faire subir les pires sévices, quoi. Et ce, durant 3 jours. Donc, durant 3 jours, Fatima Ouazania a été violée par 5 mecs. Ok. Le 3e jour, Fatima, je n'ose même pas imaginer dans l'état psychologique, physique, mental dans lequel elle était. J'en ai, voilà, mes mains tremblent, j'en ai des vrais frissons. Là où ces 3 jours ils se finissent, cet enfer-là, pourquoi? J'étais choquée, moi, pourquoi ça finit dans 3 jours, quoi. C'est juste parce que les mecs, en fait, ils n'avaient pas prévu de rationnement, quoi. Ils avaient prévu pour plus de jours, mais bon, les courses qu'ils avaient fait, tout ce que en matière de nourriture, quoi, c'était fini. Donc voilà, c'est plus drôle pour eux de rester là-bas, quoi, de crever de faim, alors que Fatima, elle était traitée sans nourriture ni rien. Donc eux, ils disent bon, ça fait Melina, genre c'est bon, on en a eu assez, on retourne à Rabat, quoi. Ok. Donc là, même système, ils remettent un bandeau sur les yeux de Fatima et la remettent dans la voiture et ils partent toujours les yeux bandés. Arrivés à Temara, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ces mecs, ils vont ouvrir la voiture en marche et puis jeter Fatima comme un vulgaire sachet d'ordures, hein, et la jeter comme ça sur le bord de la route, voilà, et eux continuaient leur chemin. Bon, là, Fatima, elle pleure, il n'y a personne autour d'elle, elle est perdue, elle est désorientée, elle ne sait pas quoi faire. La première chose à laquelle elle va penser, c'est ouais, il faut que j'appelle ma famille, il faut que je prévienne ma famille. Elle parle souvent avec sa mère, avec des membres de sa famille. Et là, 3 jours, le fait qu'elle n'ait pas appelé, c'est sûr que ils vont avoir peur ou que peut-être ils ont déjà lancé une recherche ou quelque chose. Donc elle veut les prévenir. Mais l'île SF, comme dirait ma grand-mère, j'en suis désolée, mais elle va se rétracter. Pourquoi? Parce que il y a dans certaines sociétés encore une idéologie qui trouve tabou le mot viol. En fait, quand une personne elle se fait violer, on a plus tendance, heureusement que ça change, et que ça change plus, s'il te plaît mon Dieu, parce que ça change plus encore. Mais en 2004, on va dire que voilà, c'était très mal perçu qu'une femme se fasse violer. On va pas aller pointer du doigt le ou les violeurs, surtout pas. On va pointer du doigt la personne qui a subi. J'ai pas les mots. Je peux pas appeler mes parents et je peux pas leur dire que je me suis fait violer, parce que déjà elles venaient d'un village où la plupart des gens ne laissaient pas leurs enfants, surtout les filles, finir leurs études. Alors quand il y avait des filles de ces villages-là qui partaient dans d'autres villes sans être mariées, c'était déjà bizarre. Ok? Mais alors si elle dit, Fatima, à cette époque-là, à cette période-là, qu'elle s'est faite violer par 5 personnes pendant 3 jours,
elle dit de sa bouche que ses parents, ils n'auraient pas supporté le choc. Ils n'auraient pas supporté. Et surtout, les gens les auraient pointés du doigt. Mais comme je vous le dis, ça a changé et j'espère que ça va continuer d'évoluer. Bref, donc elle oublie. Ok, elle se dit, je ne peux pas me diriger vers mes parents, je ne peux pas me diriger vers des membres de ma famille. Donc elle est là à réfléchir, elle dit, bah voilà, la logique, c'est, je vais aller porter plainte. Donc elle va décider d'aller dans un poste de police. Et elle va aller dans le poste de police de la ville de Témara. Là où ses ravisseurs l'ont jeté. Donc là, Fatima arrive au poste de police. Elle va être reçue par un policier pour qu'il puisse prendre sa plainte. Mais là, Fatima va pas être reçue comme elle se l'imaginait. Et là, il prend le maqal diala, c'est-à-dire il prend son témoignage, il l'enregistre et puis ouais, il est là, il écoute et en fait il a aucune émotion, il s'en fout de ce qu'elle lui raconte là, franchement, voilà. Et ce qu'il va oser même lui dire, c'est il faut que tu nous ramènes leur prénom, il faut que tu nous ramènes leur adresse et il faut que tu nous dises où ils te retenaient. Ok, donc oui, mais dans ce cas-là, toi tu sers à quoi en fait en tant que policier? Là, le peuple s'est déplacé à ce policier et heureusement que ce n'est pas tous les policiers qui sont comme ça. D'une manière très je m'en fous, presque il n'a pas le temps. Et si Fatima elle connaissait qui étaient ses ravisseurs, où ils habitaient et la maison où elle était, je pense qu'elle serait allée d'elle-même et qu'elle aurait directement donné les prénoms, mais elle ne connaît pas ces gens-là parce que déjà, rien que socialement parlant, ils ne sont pas du même monde. Ok, il lui rajoute, c'est pour bien l'achever, et aussi il nous faut une attestation que tu vas à l'hôpital, qui te font un examen qui prouve comme quoi, genre que tu as subi un viol, quoi. Ok, bon, Fatima ressort de là, elle est dégoûtée, énervée. Et réfléchit encore, elle réfléchit, et elle se dit, bon, puisque la police n'a pas voulu m'aider, je vais aller prendre un avocat, comme ça, lui, il pourra m'aider, et aussi, il va me redonner mes droits. C'est ce qu'elle fait. Elle trouve un avocat, elle y va, elle explique son cas de A à Z. Et l'avocat, pareil que le policier. Donc là, Fatima ressort de là. Elle est toute seule. Elle pleure. Elle ne peut pas se confier à sa famille. De peur qu'ils aient l'art. L'art, c'est genre la honte. La honte. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va se dire? Et sa solution va être, je vais me venger moi-même. Et vous allez voir que, en fait, quand elle a dit je vais me venger moi-même, vous allez voir qu'en fait, c'était pas du tout des paroles jetées en l'air. Parce qu'elle s'est dit, j'ai été à la police, j'ai été frappée à la police, j'ai été chez cet avocat. J'ai personne, à qui d'autre me retourner, si ce n'est, moi. Elle va se dire, je vais me venger moi-même. Et moi-même, je vais me faire justice. Et moi-même, je vais récupérer mon honneur et tout ça. Bon, Fatima rentre chez elle. Elle est complètement dégoûtée du système. Et là, elle va commencer à réfléchir à un plan de comment déjà retrouver ses mecs, comment retrouver ses gars, de la vengeance qu'elle allait faire, etc. Et il va s'avérer que Fatima, elle adore, comme moi, Alfred Hitchcock. Alors, je ne sais pas s'il y a des cappuccinos, cappuccinettes, c'est obligé que vous le connaissiez, mais qui ont déjà eu l'occasion de regarder ces films. C'est vrai que c'est beaucoup d'intrigue, beaucoup de suspense, beaucoup d'intelligence aussi. Et
il faut savoir qu'Alfred Hitchcock, il avait fait ce film, le crime était presque parfait. Ceux qui l'ont pas vu, je vais pas vous spoil, mais allez le voir, vous allez comprendre pourquoi. Et elle va s'inspirer beaucoup des films d'Alfred Hitchcock pour faire sa vengeance. Même le policier, malgré que cette histoire s'est passée en 2004 et on est en 2022, il n'a pas retravaillé dans sa carrière une affaire comme celle de Fatima. Donc Fatima, une fois que elle a un début de plan dessiné dans sa tête, qui dit plan, maintenant dit action. Et vous allez voir ce que Fatima va faire pour récupérer son honneur, pour se redonner la justice que la vraie justice ne lui a pas attribuée. Vous allez voir comment elle va procéder. Et franchement, j'en suis sûre que si un scénariste y regarde, il peut vraiment en faire un film. Donc là, j'ai ma tablette pour vous dire la date. Donc, on est le 29 octobre 2004. On est maintenant à 4 jours après l'enlèvement de Fatima, qui, je vous rappelle, était le 25. Donc, Fatima, ce jour-là, elle se lève, elle se réveille. Et elle s'habille différemment de son look habituel. Elle se dit comme ça que si jamais elle retombait sur les gars, il la reconnaîtrait pas, etc. Et elle va sortir de chez elle ce 29 octobre 2004 pour prendre un taxi et faire le chemin jusqu'à retrouver, elle l'espère, cette maison. Donc, ils quittent Rabat, ils sortent de Tmara et ils arrivent à cette campagne de Sidi Yahya Zahir. Et quand elle arrive là, elle dira au taxi, maintenant tu vas tourner à gauche et tu fais silence, il ne faut pas parler. Le mec, ok. Donc, il tourne à gauche, Fatima referme ses yeux et elle va recompter, et je pense que vous l'avez compris, ses battements de cœur jusqu'à arriver à 526 battements de cœur. Là, elle va demander au taxi de s'arrêter. Le taxi, il va s'arrêter. Elle va descendre de la voiture. Elle est contente parce que il y a le portail, il y a la maison. Elle regarde aux alentours, autour d'elle. Il n'y a aucune maison, c'est que des champs. Et la maison, voilà, c'est une villa. Il y a beaucoup de riches du Maroc qui ont des villas pour aller passer le week-end ou bien des vacances comme ça à la campagne. Donc elle descend, elle va à ce portail et bien sûr ce qu'elle fait, c'est qu'elle va tambouriner, taper à la porte, la pauvre. Elle frappe à cette porte jusqu'à en devenir folle, mais elle a aucune réponse jusqu'au moment où il y a un fellah, c'est un paysan qui passe, un agriculteur, pas paysan, agriculteur, qui passe et qui va la voir comme ça, qui est en train de s'acharner sur la porte et qui va lui dire, Binti, ma fille, les personnes qui habitent dans cette maison, mais ils ne sont pas là. Donc elle lui demande, mais ils sont où? Il lui dit, oui, eux c'est juste une maison saisonnière et tout ça, ils viennent que les vacances, ils viennent que de vacances en vacances, et eux ils habitent à Rabat. Elle le remercie. Elle réfléchit et elle voit le compteur électrique. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va noter les numéros de ce compteur électrique là et elle repart dans le taxi. Et sur le chemin, elle est là, réfléchie, et ce qui est bien, c'est que Fatima, elle connaît très bien Molto, ça veut dire le monsieur de l'électricité. Là, il faut que j'explique pour nos amis qui ne sont pas des pays arabes. Au Maroc, encore Molto, ça veut dire le monsieur de l'électricité. Il passe à la maison tous les mois pour relever le compteur et tu le payes directement. Il est là avec sa petite machine, là il te sort le ticket de tout de ta consommation et toi tu le payes comme ça et c'est tous les mois jusqu'à que maintenant après ça devient des potes et ça c'est comme un facteur on va dire. Et elle le connaît très bien ce mec là. Donc
Elle rentre chez elle. Le lendemain matin, elle se lève, elle va chez ce mec. Lui dit, Ami, mon oncle, comme il est plus âgé qu'elle, par respect, il y a un mec qui veut se marier avec moi. Mais j'ai aucune information sur lui. Et voilà, j'ai peur et tout. Elle fait un scénario comme ça. Et elle dit, par contre, tu vois, si je te donne ce numéro, ça leur appartient, c'est une maison à eux. Est-ce que tu peux me ramener des infos sur eux, genre qu'est-ce qu'ils ont comme bien, où ils habitent, c'est quoi leur nom et tout. Comme ça, moi, je peux faire une enquête. Et là, c'est un mariage et tout, tu vois. Elle mange comme ça, elle grignote comme ça le cerveau du mec qui travaille, on va dire, l'équivalent à l'EDF, quoi. Le mec qui la regarde et lui dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, je te ramène ça avec plaisir et tout ça, donne-moi juste 2 jours et tout. Mais le mettre genre toutes les informations, tu vas les avoir en ta possession, dans tes mains. Le mec aussi, il n'a pas douté, parce que déjà, premièrement, il n'y a personne, pardon, j'ai touché le micro, il n'y a personne à part Fatima qui sait, et ces mecs-là, ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a subi, la pauvre. Et aussi, le mec s'est dit, Fatima, c'est comme ma fille, il sait que c'est une fille qui est sérieuse, c'est pas une fille à problème, c'est une fille qui est ambitieuse, qui a envie de réussir, qui est là, Miskina, la pauvre, toute seule dans une ville comme Rabat, assez grande et tout, voilà. Il l'a pris un peu sous son aile, et là il se dit, si un mec il a envie de se marier avec elle, et il avait envie de participer, on va dire, à ce khair, à cette bonne action, et qui aboutirait peut-être à un mariage. Et voilà pourquoi il accepte. Donc 2 jours après, le mec de l'électricité lui ramène toutes les infos qu'il lui faut. Et elle dit, putain, je les tiens. Et au fond d'elle-même, elle sait que la maison dans laquelle elle a eu ses viols, son viol, etc., elle appartient au mec qui a les lunettes. Elle le sent. Parce que dans ce groupe de mecs, c'est lui qui faisait vraiment le plus riche, quoi, avec sa voiture, avec comment il parlait aux autres et tout ça. Ça se voit que voilà, c'est lui la tête pensante de tout ça. Bon, ok. Dans l'adresse qu'il lui a amenée, il y a certes la maison de Sidi Yahya Zahir, là où elle avait été violée, mais il y a aussi leur résidence principale à Rabat. Donc là, Fatima, elle va classer les mecs de 1 à 5 dans l'ordre de la vengeance. 1 à 5. Et retenez bien ce détail de chiffres, 1 à 5, vous allez voir. Donc là, Fatima, le jour 3, elle va se lever. Elle va mettre une djellaba. Elle va volontairement la trouer, la déchirer, la salir. Elle va se donner un look de sans-abri, d'une SDF. Elle va prendre avec elle des sacs poubelles comme ça qu'elle va mettre sur son dos, c'est mettre sur son dos et sortir. Elle est vraiment méconnaissable. Et elle va se rendre à cette adresse à pied. Alors c'est un quartier très très chic de Rabat. Elle va se poster pas très loin de la maison et elle va rester là-bas. Pourquoi? Elle est là en tant que espionne. Elle va espionner, elle va épier pour voir si un des mecs, et si surtout son intuition est bonne, appartient soit à un des 4 mecs qui étaient avec eux, ou bien le principal là, qui est Monsieur Lunette. Et cette attente, elle va pas être vaine, parce qu'à un moment donné, le portail électrique de cette maison est en train de s'ouvrir. Et il y a un moteur de voiture qui se fait entendre. Et il y a le bout de la voiture qui commence à sortir. Et c'est une voiture qui est noire. Et qui est au volant? C'est Monsieur Lunette. Et d'ailleurs, ce jour-là, il avait les mêmes lunettes que le jour où il lui avait fait du mal. Et là, il passe devant elle. Mais il la reconnaît même pas. Il la regarde même pas. C'est un bourgeois. Les bourgeois, ils regardent pas trop
on va dire, les gens d'en dessous, les gens d'en bas. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait choisi un look comme ça. Bon, la Fatima, elle est trop contente, elle jubile intérieurement. Elle l'a retrouvé, elle a retrouvé ce chien. Un des chiens, elle a retrouvé. Donc, elle va faire une petite enquête. Et c'est trop facile au Maroc d'avoir des informations sur tel ou un tel, parce que il suffit que tu donnes un peu de money, quoi. Que voilà, n'importe quelle information, tu peux l'avoir. Et elle va aller voir les gardiens de ville là-bas qui étaient dans cette rue et les jardiniers. Et il va avoir un gardien à la longue bien pendu qui va lui donner toutes les infos qu'elle veut savoir, quoi. C'est-à-dire son nom, qui est-il, qui est sa famille. Alors il faut savoir que ce mec aux lunettes s'appelle Mourad. Mourad, c'est un enfant de bourgeois, c'est un bourgeois. Sa famille, ce sont des riches industriels. Ok, elle note tout ça et elle rentre chez elle et elle est contente, Le lendemain, Fatima, elle va se lever, elle va s'habiller, mais pas n'importe comment. Elle va faire le même style qu'elle avait le jour où elle s'est fait enlever, le 25 octobre 2004. Et elle va prendre un taxi et elle va lui dire de l'amener à l'adresse de la maison de monsieur Lunette, à savoir Mourad. Et elle va arriver devant la porte de cette maison, elle va sonner, elle va frapper, et là le SS, le gardien, va lui ouvrir la porte. Salam alaikum, alaikum salam, bonjour, je connais qui es-tu? Elle le regarde, elle lui dit, Anna, alors moi je suis la petite amie de Mourad, il faut que je parle avec lui, genre appelle-le-moi. Le mec, comme il la voit belle, bien habillée, il n'a aucun doute pour lui, voilà quoi. Il est effectivement possible qu'elle soit la petite amie de Mourad. Donc il lui dit ok, je vais aller chercher monsieur Mourad. Et elle est là, elle attend. Et au bout de quelques minutes, le mec apparaît. Donc quand il la voit, vous vous doutez bien que il la reconnaît immédiatement, et que surtout immédiatement, le mec au teint violeur, grande gueule, tout ce que vous voulez, là il faisait plus kéké, il faisait plus canard. Non, là le mec est devenu pâle, il n'en croyait pas ses yeux. Comment elle l'avait retrouvé? Il était en train de trembler de la tête aux pieds, mais surtout il était en train de la supplier en lui disant genre s'il te plaît, ne me fais pas de scandale, s'il te plaît, ne m'affiche pas, s'il te plaît, ma famille est à l'intérieur, mes parents sont à l'intérieur, s'il te plaît. Là le regard, et il lui dit s'il te plaît, pars, va-t'en, ou je te promets, je vais trouver une solution, je vais venir te parler et tout, mais pars, c'est pas le moment. Pardon, bien sûr que non, elle va pas partir. Elle va commencer à lui dire, écoute, moi de toi, je ne veux rien, j'attends rien. Maintenant, appelle tes parents, ou je vais rentrer par force chez toi jusqu'au cœur de ta maison, et je vais raconter à ta famille, je vais raconter à tes parents, parce que tu m'as fait, toi et tes potes, dans votre maison, là-bas à Sidi Yahya Zahir, tout ce que vous m'avez fait subir durant 3 jours, etc. Donc là, il pleure, il la supplie. Il lui dit, mais tu veux quoi? Elle lui dit, écoute, c'est soit tu viens maintenant, il faut qu'on aille parler pour qu'on trouve une solution au problème que vous m'avez fait, soit je vais voir tes parents, etc. Mais pour que tu penses que je vais décoller d'ici alors que je suis en train de te rechercher depuis quelques jours, c'est mort. Bon, il lui dit, écoute, vas-y, attends-moi, mets-toi sur le côté, s'il te plaît, je vais aller vite fait me changer et je reviens. Il sort sa voiture du garage, Fatima monte à côté de lui et il s'en va. Donc Fatima, là, elle voit qu'il prend la route de la côte, de la corniche. Et là, Fatima, elle va lui dire, croyez,
اش بان لك نمشيو في الدار اللي كنتو ديتوني ليها. Pardon. Elle lui dit, que penses-tu qu'on aille se poser et parler dans la maison là où vous m'avez fait du mal? Donc là, le mec, il la regarde et il sourit. Il lui dit, ok. Donc, il refait demi-tour et il prend la route pour aller là-bas dans cette maison maudite. Et ce qui va se passer, c'est que Fatima va lui dire, par contre, arrête-toi, va au magasin, achète quelques bricoles, qu'on ait de quoi boire, qu'on ait de quoi manger, parce que là-bas, il n'y a rien et tout, qu'on soit à l'aise. C'est le mec qui prend confiance et tout, il se dit, putain, bah ça y est, en fait, elle m'a kiffé, en fait, si, en fait, ça, donc il se sent plus. Donc directement, dès qu'il y a un hanout, c'est une petite boutique qui va apparaître, il va s'arrêter, il va faire les courses, de quoi grignoter, de quoi boire, et il remonte dans la voiture. Et voilà Fatima et lui allant dans cette maison. Donc ils arrivent, ils rentrent à l'intérieur, Fatima va dans la cuisine, elle prend 2 verres, elle les pose sur la table et commence à parler. Il commence à parler et à un moment donné, le mec, bon, la meuf, elle m'a retrouvé, elle m'a fait une scène. Dans sa tête, il se disait, bon, si elle a fait tout ça, si elle a osé faire ça, c'est que peut-être qu'elle m'aime, qu'elle m'a kiffé, je vais pouvoir encore, voilà, profiter d'elle. Et donc, excès de zèle de sa part, il va vouloir en fait encore lui ressauter dessus et tout. Sauf que cette fois, bah pour lui, Fatima était prête. Donc, quand elle a vu ça, elle a mis directement sa main dans son sac, elle a pris une bombe à lacrymo, elle lui vise dans les yeux. Alors, il a perdu un peu l'équilibre comme ça, il est là, il se frotte les yeux, il a mal, il crie, il insulte. Et voilà, il va se rasseoir sur le divan, il met sa tête comme ça en arrière. Il a les yeux fermés, il n'est pas bien. Et Fatima qui va venir avec une petite serviette, un petit torchon, qui était imbibé de l'éther. C'est le poison, vous savez, là, qu'il y a dans les films qui fait endormir. Et elle lui pose comme ça, et le mec, il tombe dans les vapes. Et une fois que, voilà, elle est sûre et certain, ben voilà, qu'il est vraiment évanoui, elle va le balancer au sol, elle va le prendre par ses jambes, elle va le tirer jusqu'à la chambre dans laquelle ils l'ont fait subir tout ce qu'il lui avait subir durant ces 3 jours, tout l'enfer qu'il lui a fait vivre. Elle va le déshabiller en lui laissant le caleçon, elle va lui attacher les mains et les pieds. Et elle va prendre une chaise et elle va s'asseoir, croiser les mains comme ça et attendre que Mourad se réveille. Bon, au bout de quelques heures, le mec se réveille complètement désorienté, qui est là en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il comprenait pas. Et il voit Fatima. Donc là, quand il voit qu'il est attaché, quand il se rend compte qu'il n'y a personne qui sait où il est, qu'il n'a pas de téléphone, qu'il n'a rien, il va commencer à paniquer. Donc quand il va commencer à paniquer, qu'est-ce qu'il va commencer à dire? Il va commencer à dire, ça fait wallah tendjouj bik, je te jure sur Dieu que je vais me marier avec toi, je vais te marier, comme ça voilà, je vais cacher, réparer ma faute, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ma Fatima était vierge, et voilà, donc il lui disait ça genre en pensant que Fatima, le fait qu'il lui dise ça, elle va dire bon ok, bah, tu vas te marier avec moi et tout va être réparé. Non, Fatima là, ça y est, c'était mort, la machine était déjà en marche pour lui. Elle lui dit écoute, moi là, ça sert à rien de me supplier, ça sert à rien de beaucoup de choses. Vous m'avez fait trop de mal, tu m'as fait trop de mal. Donc elle se lève, elle va à son sac, elle prend un magnétophone et elle va devant lui pour l'enregistrer.
et elle lui dit, tu vas me dire toutes les informations sur les 4 autres types qui étaient avec toi, que je vais te poser, tu vas y répondre. Donc là, le mec, il va commencer à vouloir jouer avec elle, c'est-à-dire à vouloir l'endormir, à vouloir beaucoup de choses, à pas vouloir lui dire les infos qu'elle avait besoin sur les 4 autres types. Donc Fatima va s'énerver. Fatima, comme elle l'a dit et comme l'inspecteur le dit, elle a perdu toute humanité, elle a plus de pitié, rien du tout. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher encore dans son fameux sac un petit rasoir. Ok, et qu'est-ce qu'elle va commencer à faire avec ce petit rasoir? Eh ben, elle va commencer à lui faire des entailles, quoi, à lui faire des entailles. Et là, il a compris qu'elle n'est pas là pour rigoler, que c'est du sérieux et qu'il a intérêt à répondre s'il n'a pas envie de souffrir plus. Donc là, le mec, il va lui donner tous les détails qu'elle veut. Nom, habitudes qu'ils ont, passe-temps qu'ils ont, où ils sont le plus souvent, etc., etc. Une fois qu'elle a collecté toutes les informations, Fatima va aller derrière les mains de Monsieur Lunette, de Mourad, et elle va prendre son bras, aller au niveau de cette veine et elle va lui trancher, tailler. Et elle va tremper son doigt dans le sang de Mourad, de Lunette, et écrire sur le mur Wahed ala khamsa, genre 1 sur 5, 1 sur 5. Et elle s'en va. En refermant le portail derrière elle, elle s'assure qu'il n'y a personne qui l'a vue, c'était désert. Et elle sait que dans une demi-heure, Mourad sera mort. Donc là, Fatima, elle rentre chez elle, super heureuse, super contente, excitée. Elle s'est vengée elle-même, mais elle va arrêter d'être dans l'euphorie parce qu'elle va se dire, il faut que je reste focus et concentrée. J'en ai eu un, mais il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Là, elle va sortir ce magnétophone. Et la personne qu'elle a envie d'éliminer en numéro 2, c'est le mec qui lui a mis la gifle. Vous vous rappelez au début, quand je vous ai dit que quand il l'avait volée, elle était au milieu et qu'elle suppliait un de la relâcher, que voilà, ils allaient lui gâcher sa vie, nanana, et qu'il l'avait giflé si fort que ses doigts étaient restés, voilà, comme marqués sur son visage. Là, elle veut se venger de lui. Donc, avec toutes les informations que Mourad avait données à son sujet, elle commence à établir son plan. Donc, la cible numéro 2, il s'appelle Essam, le mec qui l'avait giflé. Et elle va le suivre, lui, durant 3 jours. Et elle va remarquer que durant ces 3 jours, quand elle fait la filature et tout ça, elle remarque que tous les jours, Essam, à 4 heures de l'après-midi, il va dans un café et il demande un birradatay, c'est-à-dire un thé. Il demande du thé et c'est toujours la même heure et c'est toujours le même café et il est toujours à la même place. Ok, elle se lève. Elle va faire un look totalement différent. C'est-à-dire que chez le Mourad, le Saddam voulait le choquer, qu'il la reconnaisse de suite. Mais pour les autres, il faut qu'elle soit en mode sous-marin. Il ne faut pas qu'il la reconnaisse. Donc là, le look qu'elle va arborer, c'est un look d'une vendeuse à la sauvette. Vous savez, des fois, au bled, on est dans des cafés et tout ça, et il y a des vendeurs voilà, qui vendent des fois dans la rue et tout, qui viennent pour vendre, essayer de vendre les pauvres à l'intérieur des cafés. Des fois, ils vous proposent des lunettes, des parfums signés. Et s'il vous plaît, toujours, même si vous n'avez pas envie d'acheter, il faut aider à acheter, même si vous ne prenez pas la marchandise, voilà, tout le temps.
Elle a fait un look extravagant, beaucoup de maquillage, chewing-gum, casquette, une veste en cuir, une grosse banane, le sac avec... elle avait des dentifrices. Zama, elle vendait, c'est une vendeuse de dentifrices et elle s'en va. Et dès qu'elle voit Essam, la cible numéro 2, rentrer dans le café, elle le laisse installer et tout ça et elle s'en va aussi pour aller dans ce café-là. Pas directement aller vers lui, elle va commencer par les autres clients déjà qui sont dans le café, à leur proposer, voilà, achetez-moi des dentifrices. Et du coin de l'œil, elle voit le serveur qui s'approche de la table de Essam avec le plateau où il y a la théière, le verre, etc. de thé. Elle voit le serveur poser le thé et là elle se dit c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Essam, corporellement parlant, physiquement parlant, elle pouvait pas s'attaquer à lui de face parce qu'elle partait perdante, quoi. Le mec il est super baraqué, il va tout le temps à la salle de sport, voilà quoi. Il a une très bonne hygiène de vie, donc elle ferait pas le poids, elle faisait clairement pas le poids, c'est voilà, il devait avoir une bagarre physique entre eux. Donc elle va s'approcher de Essam, lui proposer sa marchandise. Alors au début, très hautain, très méchant, non, genre non, je regarde pas ce que t'as, dégage, lâche-moi, nanana. Et elle va insister tellement que lui, il va se sentir obligé, bon vas-y, tu sais, genre pour qu'après elle dégage, donne, je regarde ce que t'as, quoi. Et il va commencer à fouiller à l'intérieur du sac ce qu'elle pouvait avoir d'intéressant à regarder. Et quand lui, il a la tête baissée et occupé à regarder, à chercher ce qu'elle a, elle va prendre, elle, dans sa poche discrètement un poison, lui mettre dans son verre, discretos, personne n'a vu, personne n'a remarqué, et voilà, ni vu, ni connu. Et là, il lui redonne le sac, sans lui avoir acheté rien du tout. Elle prend son sac, elle va aux toilettes, elle se change, elle ressort, elle reste dans un coin assez caché dans le café et elle attend. Et elle attend quelques minutes. Et là, tout le café va être témoin de ce qui va arriver à Essam. Parce que Essam va se mettre à tousser, va se mettre à transpirer, va se mettre à être pas bien, à chercher d'oxygène et à tomber au sol, à convulser, à sortir de la mousse blanche. Alors là, il y a tous les gens qui sont dans le café qui essayent de lui faire de l'air, qui essayent de savoir ce qu'il a, qui sont là en train d'essayer d'appeler les secours. Ça commence même à appeler la police aussi. Donc la police arrive, Fatima va se lever, elle va aller dans les toilettes, elle va écrire sur le miroir Jouj al khamsa, c'est-à-dire 2 sur 5, et quitter le café très vite sans que personne ne la remarque. Entre-temps, le serveur a eu peur d'être accusé d'avoir tué, parce que maintenant à l'heure actuelle, oui, Essam aussi était mort. Quand les pompiers arrivaient, c'était fini pour lui, il était mort directement. Donc le serveur a eu très peur, donc il avait pris la théière et le verre et les avait cachés. Donc là, Fatima rentre chez elle, elle est contente, elle se dit ça y est, j'en ai éliminé un autre et maintenant il m'en reste 3. Si Fatima, elle est à fond comme ça à vouloir absolument se débarrasser de ces types-là qui lui ont fait du mal, c'est pas uniquement pour elle. Parce que Fatima, elle dit que la manière dont, voilà, aux yeux de tous, ils l'ont volé et que personne n'a bougé, comment ils étaient sûrs d'eux, comment ils ont procédé, tout ce qu'ils lui ont fait vivre, comment ils l'ont rejeté, etc. La manière montrait que c'était pas la première fois et que c'était pas malheureusement la première fille qui avait subi ça. Et que si on n'en avait pas entendu parler dans les journaux, par des personnes, etc., c'est-à-dire que les autres filles avant elle avaient dû, tout comme elle, essayer d'aller à la police, de les prévenir, de demander de l'aide,
mais que les policiers n'ont pas voulu, voilà, les aider, et que ces personnes, voilà, ont accepté, se sont tues et ont oublié ça, ou ont effacé carrément ça de leur mémoire, et peut-être vivre avec ça seul, avec cette souffrance-là, comme ça, tout seul, avec cette douleur-là, et que elle, ben, laisser des personnes comme ça dans la société, il n'y en a clairement pas l'intérêt, il n'y en a clairement pas et nettement pas le besoin. Donc elle a décidé de faire le ménage pour les autres, pour elle, et pour que aucune personne ne resubisse ça. Donc son violeur numéro 3, son agresseur numéro 3 s'appelle Samir. Samir, lui, c'était très très facile de le piéger pour Fatima. Très très simple. Elle va le contacter simplement par téléphone, lui dire que voilà, Mourad, c'était lui qui lui avait donné son numéro, qu'il lui demandait de venir dans sa villa de Sidi Yazhir avec, si possible, une amie, voilà, pour passer des moments, voilà, nanani, nanana, et que c'était toi, donc Samir, qui devait nous y emmener. Et ce Samir-là va complètement pas douter, complètement pas se méfier, parce que déjà, il y a personne qui pouvait donner son numéro si ce n'était Mourad, donc voilà, il doute pas. Aussi, lui et Mourad donc, ont l'habitude de ramener des filles dans cette maison pour y faire des choses, etc. Donc il faisait partie de ces plans-là, donc pour lui aussi c'était normal. Donc lui, il était plutôt heureux que méfiant. Donc elle va lui donner rendez-vous près de la forêt de Harhoura. Ok, donc là le lendemain, Fatima va sortir de chez elle assez tôt et va être une demi-heure sur place avant Samir. Une demi-heure avant pour cacher son matériel. Samir avait décrit à Fatima sa voiture, donc quand Fatima voit la voiture s'approcher, elle va sortir de derrière les arbres et lui sourire. Elle était habillée très sexy, très belle. Elle n'était pas du tout reconnaissable par lui. Baisse la vitre de sa voiture, il lui sourit, il lui parle, il lui dit de monter. Après, il lui dit mais Finia, genre elle est où ta pote, elle est où ton amie? Et là, Fatima va lui dire elle avait une envie pressante. Donc elle est un peu plus loin, tu vois, cachée là-bas dans la forêt. On peut y aller en voiture, aller chercher. Le mec, il va pas se méfier, quoi. Il va dire oui. Donc ils vont s'enfoncer dans la forêt et elle va lui dire stop, arrête la voiture, il faut que j'aille faire pipi, Et elle sort de la voiture et elle va se cacher derrière les arbres et elle va réapparaître quelques minutes après, mais cette fois-ci côté conducteur. Et elle va sourire, faire un peu comme ça avec ses cheveux, nanana, genre un peu comme chauffer le mec. Et le mec va descendre la vitre de la voiture, il est content, on voit toutes ses dents. Et là, Fatima va sortir de derrière son dos la bombe lacrymogène dans les yeux et sa fameuse serviette avec l'éther et lui mettre jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Alors une fois qu'elle est sûre qu'il est évanoui, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que le matériel, quand je vous disais qu'elle avait été une demi-heure avant pour le cacher, c'est qu'elle avait pris avec elle un bidon d'essence. Oui, Fatima, elle était vraiment déterminée à se venger et à nettoyer ces mecs, quoi, sur la planète. Et elle va verser sur lui l'essence et allumer et craquer une allumette et la jeter sur lui. Et elle part, elle court. Mais il faut savoir qu'ils n'étaient pas vraiment trop enfoncés dans la forêt de Harhoura et qu'à proximité il y a un village et qu'il y a une mosquée. Et Fatima va courir à cette mosquée et se cacher là-bas et rester là-bas pour surveiller ce qui allait arriver. Bien sûr, comme vous vous en doutez, avant de courir en direction de la mosquée, sur le pare-brise arrière de la voiture, elle a écrit Tlata ala khamsa, genre
3 sur 5. Et là, elle surveille. Et là, elle voit que y a des villageois qui vont passer à côté de là où était la victime numéro 3. J'aime pas dire la victime, derrière le Samir. Et appeler directement la police et les secours. Et Fatima qui est dans la mosquée et qui regarde les policiers intervenir et les pompiers et les ambulances. Et directement, les ambulanciers le prennent et le ramènent à l'hôpital. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est grièvement blessé. Il est brûlé au 3e degré. Donc, imaginez voilà, l'ampleur des brûlures. Et il va être transporté à l'hôpital Ibn Sina. Voilà, Ibn Sina. Et lui, il est transporté à l'hôpital. Et là, c'est là que l'inspecteur Abdelrahim Bouder rentre dans l'histoire. Et là, les policiers et l'inspecteur Abdelrahim Bouder, voilà, ils sont énervés. C'est qui cette personne qui fait ces crimes? Parce que là, en fait, ils avaient compris, enfin, qu'il y avait un lien. Il y avait un lien avec tous les 2 derniers crimes qui avaient eu lieu. Parce que là, entre-temps, on avait retrouvé Mourad. Voilà. On l'avait retrouvé chez lui avec le 1 sur 5. On avait retrouvé le deuxième dans le café, Essam, dans les toilettes avec l'inscription 2 sur 5. Et là, on retrouve Samir qui, à l'arrière de son pare-brise, était écrit 3 sur 5. Donc, la logique veut qu'il y ait encore 2 personnes. Donc là, l'inspecteur Abdelrahim Bouder, quand il appelle l'hôpital et que le médecin lui dit que non, il n'est pas mort, mais que son état est très critique et c'est très peu probable qu'il s'en sorte et qu'il vive, le policier, il a une lueur, à savoir, pourquoi pas essayer d'interroger et de poser des questions à Samir avant qu'il meure. Donc là, l'inspecteur Abdelrahim Bouder s'en va à l'hôpital Ibn Sina. Il rencontre le médecin. Et là, il demande au médecin, est-ce que c'est possible d'interroger Samir? Donc là, le médecin lui dit que c'est pas possible. Il est dans un état pitoyable. Il est dans un état physique et mental très très grave, il souffre énormément et c'est pas bon pour lui, le moindre effort de le faire parler et tout, c'est pas bon. Là, l'inspecteur Abdelrahim, il explique tout au médecin, voilà, qu'il est sûr qu'au fond de lui qu'il y a un lien et que ça peut être la clé du problème, Samir. Et le docteur, il l'écoute. Là, Abdelrahim va lui dire ok. L'inspecteur Abdelrahim va lui dire ok. Bon, si moi je peux pas rentrer l'interroger, posez-lui vous les questions, s'il vous plaît. Il réfléchit et là encore l'inspecteur qui lui dit, on sait jamais s'il meurt, voilà, qu'il parte avec pas avec ce secret, qu'il nous donne les clés et qu'il nous dise les 2 personnes qu'on doit sauver, parce que voilà, lui c'était le 3 sur 5 et il y en a encore 2. Donc, c'est la seule personne qui peut nous dire comment on peut aider et sauver ces personnes-là. Et surtout, pourquoi ils sont la cible d'un meurtrier. Le médecin, il va accepter. Bon, il accepte et tout ça. Il va voir Samir et lui dit, écoute, mon fils, ne me prends pas comme ton médecin. Ne me considère pas comme ton médecin. Considère-moi comme ton père. Confie-toi à moi. Et dis-nous, c'est quoi ce problème? Parce qu'il y a ça et ça. Parle, ça va te faire du bien. Il lui disait tous les arguments pour le faire parler. Et en fait, argument par argument, Samir, il va parler et il va expliquer. Et il va raconter que l'histoire du viol, qu'ils étaient 5, qu'ils ont fait ça à une fille, que c'était pas la première fille à qui il faisait ça, mais que sûrement l'une d'elles, comme je vous dis, comme il n'avait pas reconnu, avait dû élaborer ce plan pour se venger d'eux
et que aujourd'hui, voilà, elle se venge quoi, elle s'est vengée. Là, après ces révélations-là, Samir, il va pas survivre à ses blessures, il va pas, voilà, il va mourir lui aussi. Et c'était la victime numéro 3. Le policier, il veut faire arrêter les deux mecs. Parce que voilà, Samir, il venait d'avouer que avec ses potes, ils avaient violé une fille quand même. Donc le policier, il voulait émettre un mandat d'arrêt sur les deux mecs pour déjà les arrêter et qu'ils soient punis au niveau de la loi, mais aussi les protéger de ce meurtrier. Le problème, c'est que Samir, il leur a donné des informations, certes vraies, à savoir leur prénom, mais il ne sait pas exactement ils habitent où. Il ne connaît pas exactement leur vrai nom de famille. Tu vois? Donc en fait, ok, ils ont les prénoms, mais ils peuvent rien faire avec. C'est pas possible. C'est un mur. Ils n'y arriveront pas. Donc là, le policier, il est au bout de sa vie. Là, l'inspecteur Abdelrahim Bouder, il pète sa tête. Il n'arrive pas à comprendre. Il refait les scènes de crime. Il n'y a aucun indice. Même quand je vous ai dit qu'elle est partie dans la cuisine, elle a pris les 2 verres. Il faut savoir qu'en partant chez elle, elle avait pris les 2 verres. Donc aucune empreinte d'elle nulle part. Il n'y a aucune empreinte, il n'y a aucun indice. Ils n'ont aucun fil conducteur. Pour lui, c'est peu probable que ce soit une fille qui est en train de commettre ces meurtres-là. Pour lui, c'est un mec, peut-être le frère d'une des victimes, le mari d'une des victimes, l'amoureux d'une des victimes qui est en train de faire ça. Tu vois, il est à milieu. Jamais il va s'imaginer que c'est une femme derrière tout ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un problème de manifestation énorme à cette période-là au Maroc et surtout à Rabat. Et tous les policiers, tous les gendarmes, tous les gens qui travaillent à la sécurité nationale du pays, vont être obligés de mettre toutes les affaires qu'ils ont de côté et d'aller dans la rue pour gérer, on va dire, le chaos, ces manifestations et tout ça. Donc ce qui fait que l'affaire, elle va tomber aux oubliettes. Et Fatima, elle a attendu 1 mois. 1 mois. Elle s'est pas reposée, mais elle a laissé 1 mois pour tenter un peu de se faire oublier. Et au bout d'1 mois, Fatima, elle ne dormait pas. Même si pendant ce mois-là, il n'y avait eu aucun crime, aucun meurtre, aucune chose qui avait été enregistrée, Fatima a travaillé déjà sur le mec numéro 4. Et le mec numéro 4, il s'appelle Khalid. Elle le surveille H24. H24. Et elle va remarquer que Khalid, toutes les nuits, il sort en boîte de nuit. Et elle va remarquer que Khalid, il n'est pas aimé, il est méchant, il est vulgaire, écoutez, tous les vices d'une personne mauvaise, tous les vices d'une personne extrêmement mauvaise. Il est extrêmement pété de thunes et voilà, il paye les tables les plus chères, il paye les bouteilles les plus chères, etc. Mais même les michtos, même les filles qui vont cibler ce genre de mec pour leur money, pour leur argent, tellement qu'il est mauvais et tout, il n'y a personne qui le calcule, il est toujours tout seul dans son coin à se bourrer la tronche et c'est tout. Elle va rentrer chez elle et le lendemain soir, elle va se préparer et elle va se mettre en bonbon, trop belle, trop belle, trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. Et elle va se diriger vers cette boîte de nuit où la jeunesse dorée de Rabat a l'habitude d'aller en soirée. Et elle arrive dans cette boîte de nuit, elle va s'installer dans un coin toute seule, elle le surveille et là arrivera Khalid
il ira à sa table habituelle, il fera son cinéma habituel, insupportable, vulgaire, méchant, hautain, tout ce que vous voulez. Et il commencera à boire, à boire, à boire, à boire. Au bout d'un moment, Fatima va décider de se lever, d'aller le rejoindre et de s'installer à côté de lui et de parler avec lui. Et elle va commencer à rigoler avec lui, à danser, à le séduire et tout ça. Et lui qui se laisse entraîner et qui boit et qui se laisse entraîner. Et au bout d'un moment, Fatima, elle va lui proposer d'aller faire un after dans la forêt de Mahmoura. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà, dans la forêt de Mahmoura, pour une soirée, un after à la Belle Étoile, etc. Une belle fille comme ça qui lui demande un after et tout, il va pas dire non. Il va pas dire non. Et il va accepter. Et les voilà qui ont quitté la boîte de nuit. Donc il se dirige, comme je vous ai dit, dans la forêt de Mahmoura, pensant que il va regarder les étoiles, ici plus. Et là, Fatima n'aura même pas besoin de se battre, d'avoir une lutte acharnée avec lui parce que il est déjà beaucoup sous l'effet de l'alcool. Là, elle va sortir sa bombe lacrymogène, lui mettre dans les yeux, sortir sa serviette, lui mettre sur la bouche, et quand elle est sûre qu'il s'est évanoui, elle va descendre de la voiture. Imaginez-vous la nuit, le bruit des oiseaux, le froid, une femme seule, chétif, ouvrir la portière de la voiture côté conducteur, sortir Khalid, le jeter au sol, lui attacher les mains, les pieds, passer autour de son cou une corde. Et là, j'ai dit ouais, quand je suis arrivée là dans l'histoire, je me suis dit ouais, elle était vraiment déterminée. Monter un arbre qui est pas trop loin de là où ils sont. Et je suis désolée, mais je suis obligée de donner tous les détails parce que c'est comme ça que ça a été relaté, c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà. Elle va monter à cet arbre. Elle va enrouler une partie de la corde à une branche solide de cet arbre-là. Redescendre, monter dans la voiture, faire une marche avant. Et elle voit le corps derrière de Khalid qui se soulève comme ça. Et elle redescend. Et une fois qu'il est suspendu, on monte dans la voiture. Elle fait une marche avant, vraiment. Et voilà, il s'étrangle. Je suis désolée pour les détails. Et il meurt. Et il reste comme ça suspendu. Elle redescend. Et elle écrira derrière le pare-brise de la voiture Arba'a ala Khamsa. Donc le lendemain matin, le corps de Khalid va être retrouvé par des gens, des personnes qui faisaient une balade en forêt. Et la police voilà, qui va être appelée. Et évidemment, l'inspecteur Abdelrahim Bouder est là, il ne comprend pas. Ils essaient de rechercher des empreintes de pas, de tout, sur la voiture, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Là, lui, l'inspecteur, il en a marre parce qu'il a la pression de ses supérieurs. Comment ça, une personne est en train de tuer comme ça les personnes à la chaîne. Et surtout, le plus dégueulasse, moi qui m'énerve, c'est il a aussi de la pression parce que genre c'est des enfants de bourgeois. Et c'est les hautes familles. Et voilà, il faut boucler ces enquêtes alors que quand c'est des enfants de Oued Chab, c'est-à-dire des enfants de la société normale, hein, des enfants de classe moyenne ou inférieure même, les pauvres, on va appeler ça comme ça, ils ne reçoivent pas ce genre de pression-là, quoi. Tu vois, c'est toujours des inégalités qui saoulent.
le policier il a l'impression et il n'a pas le choix et il doit retrouver la 5e personne. Mais là, rebondissement dans l'affaire. Personne numéro 5, elle va aller se dénoncer d'elle-même. Et Fatima, quand elle va apprendre ça, elle va pas être déçue. Au contraire, elle va être très très contente. Pourquoi? Parce que le policier, bon, il savait que c'était qui? Cette personne numéro 5. Ils ont commencé à émettre comme un mandat d'arrêt. Mais bon, ça prenait du temps. Donc, il devait pas quitter le territoire marocain. Cette personne ne pouvait pas quitter le pays, mais n'était pas en prison, elle était chez elle. Et Fatima va apprendre que, voilà, il est très protégé. Il y a de la police devant chez eux, H24, de jour comme de nuit. Mais surtout, elle ne pourra pas le tuer, l'éliminer comme les 4 autres. Mais surtout qu'en fait, ça ne servait plus à rien. Et là, vous vous demandez, mais what, pourquoi? Ça ne servait plus à rien parce qu'en fait, cette personne numéro 5 qu'elle devait éliminer, eh bien, elle va devenir folle. Mais vraiment folle. Elle va développer un problème psychologique par peur. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il n'a pas supporté que tous ses amis soient morts, se soient fait tuer. Et il était là en train de vivre avec une peur, quoi. De voilà, mon tour arrive, mon tour arrive. Et il est tellement resté dans ce traumatisme-là déjà de ses potes qui se sont fait tuer et que son heure peut être arrivée, qu'il a pété un câble et il est devenu fou, quoi. Mais vraiment fou. Donc, Fatima, là, elle s'est dit que c'était un signe de Dieu et que il s'était vengé pour elle et que c'était plus la peine, en fait, de salir ses mains avec lui et que sa punition, il l'a eu. Il était fou maintenant, mais un vrai fou, et qu'il le resterait toute sa vie et que c'était ça, sa punition à lui, bien plus pire selon elle que la mort. Donc, Fatima va, on va dire sa carrière de meurtrière, de vengeresse, moi je dis pas meurtrière parce qu'elle s'est vengée, et elle s'est vengée pour elle et pour beaucoup d'autres, s'arrête ici. Le 31 mai 2005, une lettre va arriver sur le bureau de Abderrahim Bouder. Et dans cette lettre, il va avoir déjà tous les aveux de Fatima Ouazania, qui a décrit les meurtres, voilà comment elle avait procédé, mais surtout ce message que j'ai traduit pour vous et que je vais vous lire. Monsieur, je suis la jeune femme qui a été violée par 5 individus. Je leur ai soumis mon jugement, ma punition, à savoir la mort. Ils m'ont brisé ma vie, mes rêves. Impossible pour moi de revoir ma ville, Ouazen, ma famille. Malgré tout, j'ai réussi mes études et au moment où vous lirez cette lettre, je serai très haut dans le ciel, dans un avion, pour un nouveau départ, un nouveau pays, avec, et là, soyez prêts, un ventre rond, car je suis enceinte d'un bébé dont je ne sais qui est le père. Je ne reviendrai plus dans mon pays, ni dans ma famille. Donc voilà la lettre que Fatima a envoyée à l'inspecteur Abderrahim Bouder. Cette lettre, elle a été écrite, c'était pas sur du papier, c'était une carte postale avec la photo de l'aéroport de Casablanca. Ok.
Ils ont tout fait pour voilà, remonter dans les caméras de l'aéroport et tout ça, mais c'est impossible, hein. L'aéroport de Casa, il y a tellement de va-et-vient que impossible, impossible, impossible. Et donc, pourquoi je vous disais et que Abdelrahim Bouder, l'inspecteur, dit que c'est le crime parfait, le meurtre parfait, c'est tout simplement parce que Fatima, en accomplissant sa vengeance, elle a laissé derrière elle aucun indice. Sa famille, voilà, il n'y a aucune famille qui a émis une recherche par les médias. Surtout maintenant, il y a beaucoup de médias au Maroc comme Express, comme Chouf TV, tout ça, qui ont été contactés en disant que on a perdu une sœur, une fille, voilà, nanana. Rien du tout, personne ne l'a recherché. Voilà, personne ne sait aujourd'hui si elle est revenue ou pas au Maroc, qu'est-ce qu'elle a eu comme enfant, rien. Il n'y a rien sur cette Fatima Ouazania, à part son histoire, à part ce qu'elle a vécu, à part sa vengeance, à part les corps de ceux qui l'ont fait du mal, à part ce policier, à part ces policiers, voilà, qui étaient au cœur de cette enquête, et cette lettre et ces aveux, voilà, il n'y a rien. Et le policier, et tout ça, ils sont vraiment sûrs que c'est vraiment elle, voilà, qui a écrit la lettre, parce qu'elle a donné des détails que seul le meurtrier pouvait connaître. Donc voilà pour cette première histoire de meurtre, de crime sur ma chaîne. J'ai fini cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis trop contente. S'il vous plaît, adhérez. Je vais essayer pour dimanche, s'il y a un miracle, hein, de vous tourner une petite vidéo sorcellerie, mais qui est arrivée dans ma famille. Je peux vous la faire que pour dimanche ou bien pour le mercredi pour la poster, parce qu'il faut que j'appelle ma tante au bled, qu'elle me raconte bien dans les détails pour que je rate pas, parce que c'est une histoire de sorcellerie de fou qui a, vous allez voir, ça a détruit une famille. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir une histoire de meurtre, de crime, de vengeance et tout ça que vous n'avez jamais entendu. J'étais super contente de travailler dessus. Je me suis donné à fond. Vous avez vu la grosse note, les grosses notes que j'avais prises et tout. Voilà, elle est super bien expliquée, super bien détaillée. Le policier l'explique tellement bien, l'inspecteur Abdelrahim Bouder, il explique tellement bien que voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire Fatima Ouazania. Voilà, n'hésitez pas à la partager, faites connaître cette histoire complètement folle, le crime parfait, c'est vraiment ça, les crimes parfaits de Fatima Ouazania. J'ai beaucoup d'autres histoires comme ça que j'ai envie de vous faire découvrir. Vous allez voir la prochaine histoire que je ferai pour le thème crime. C'est une histoire aussi d'une mort, mais vous allez vouloir péter votre téléphone tellement que vous allez être énervé. Plus que là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un gentil commentaire. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui jouent le jeu. Merci pour tous vos soutiens, merci pour tout, et je vous dis à très vite, et je vais essayer de vous sortir une histoire de sorcellerie, soit le dimanche ou soit le mercredi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.